Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Comment unir nos forces pour affronter les défis d'un monde incertain? C'est le thème des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Le chef du gouvernement conduit la délégation ivoirienne. Patrick Achi a échangé avec le Brookings Institute. Lancement du programme de distribution gratuite de kits scolaires. La première dame de Côte d'Ivoire offre 5000 kits aux écoliers de Toumoudi ainsi que 700 tables bons. La sensibilisation contre le cancer du sein se poursuit à l'occasion de l'Octobre Rose. Vous aurez le témoignage d'une femme guérie du cancer du sein grâce au dépistage précoce dans cette édition. Le Premier ministre Patrick Achi conduit la délégation ivoirienne aux États-Unis pour prendre part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Avant l'événement, il a présenté hier jeudi les performances économiques de la Côte d'Ivoire au Brookings Institute. Pierre Dipomela. S'informer sur les tendances économiques mondiales actuelles et discuter des perspectives économiques de la Côte d'Ivoire avec le prestigieux Brookings Institute, un groupe de réflexion privé qui produit des études sur diverses questions notamment de gouvernance, d'économie et de démocratie au service des décideurs. C'est le sens de cette visite de travail du Premier ministre Patrick Achi à la tête d'une délégation ivoirienne à Washington. Et lorsque nous venons, nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Vous voyez un peu depuis le Covid-19 les turbulences dans lesquelles est entré le monde au plan économique, au plan sanitaire, au plan financier, au plan énergétique. Et au moment où nous arrivons à Washington et vous allez avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Dans cette prestigieuse institution travaille un Ivoirien d'origine qui occupe le poste de vice-président de l'économie mondiale. Il a appelé à la consolidation des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien. Et ça, c'est déjà parmi les 10 meilleurs pays en Afrique de forte croissance, à un moment où la croissance même mondiale est autour de 3%. Alors, donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. Cette visite du Premier ministre s'est effectuée en prélude des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Patrick Achi, faut-il le rappeler, conduit la délégation de la Côte d'Ivoire à cet important rendez-vous de la finance internationale. Plusieurs audiences et réunions de haut niveau sont inscrites à l'agenda du Premier ministre pour ce séjour américain. Sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, récolter des fonds pour la recherche, c'est tout le sens de la campagne annuelle de communication dénommée Octobre Rose. La sensibilisation au dépistage précoce se poursuit. Methylène Légré a rencontré une patiente guérie du cancer du sein. Suivons ensemble son témoignage et son message aux femmes qui hésitent encore à se faire dépister. Reportage. Un matin en août 2010, pendant qu'elle allaitait son dernier-né, Asia sent une petite boule dans son sein droit. Quelques jours plus tard, le verdict est sans appel. C'est un cancer du sein. Un diagnostic qui a chamboulé sa vie pendant une dizaine d'années. Un an, je fais le bilan. Le médecin me dit, au niveau de l'utérus et des ovaires, on a des signes. Donc, on fait quoi? Je lui ai dit, mais j'ai 3 enfants. Donc, je veux être en vie, pour prendre soin d'eux. Je me retrouve encore sur le billard pour l'ablation de l'utérus et des ovaires. La tumeur retirée, elle subit chimiothérapie et radiothérapie. Un traitement lourd à supporter. Ça, c'est la photo où j'avais perdu les cheveux. On perd les ongles,
la langue a une couleur violet. On n'a plus le goût du sel, du sucre. Tout est confondu. Après 10 ans de suivi, elle est finalement déclarée guérie du cancer du sein. Aujourd'hui, cette maladie fait désormais partie de son passé. En ce mois dédié à la lutte mondiale contre le cancer du sein, son message aux femmes encore hésitantes, bannir la peur pour mieux affronter le dépistage. C'est pas du jeu. Le cancer, il est réel. On ne sait vraiment pas les causes réelles du cancer. Il faut le faire. Le nombre de femmes qui, comme Asia, souffraient du cancer du sein a chuté ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire, selon les résultats du CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara. Nous avons traité entre le 25 janvier 2018 et le 31 mars 2022 1179 personnes au CNRAO pour cancer du sein, dont 3 hommes. L'avènement du CNRAO a permis en 4 ans et demi de fonctionnement de réduire le risque de décès par cancer du sein en Côte d'Ivoire de 25%. Selon cette cancérologue, le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. Mais pour une prise en charge rapide de cette maladie, les femmes sont invitées au dépistage précoce pour éviter une ablation des seins. 15 000 kits scolaires seront distribués sur l'ensemble du territoire national par la Fondation Children of Africa. C'est l'information donnée par la première dame Dominique Ouattara à Toumoudi lors du lancement du programme de distribution gratuite. La première dame a par ailleurs offert 5 000 kits et des vivres aux écoliers de Toumoudi. On en parle avec Thiemé Dandje. Au cœur de cette ferveur, le lancement de la caravane de distribution de kits scolaires de la Fondation Children of Africa. Un coup de cœur de la présidente fondatrice, désormais une tradition en Côte d'Ivoire pour l'atteinte du programme de l'EPT, l'éducation pour tous. Sur la route de ce chantier dans le pays, sont mobilisés cette année par les soins de l'activiste nationale de la scolarisation pour tous, 15 000 kits scolaires. Ces kits sont composés de cartables, de manuels scolaires et de diverses fournitures. En tant que présidente de la Fondation Children of Africa, dont la vocation est de venir en aide aux femmes et aux enfants, je mets un point d'honneur à rester proche de nos populations pour répondre au mieux à leurs préoccupations. Bien avant, au nom de la communauté éducative nationale, la ministre Mariétou Koné se réjouissait de la portée de cette opération en faveur des enfants et des familles. Avec la Fondation Children of Africa, l'école ivoirienne rime avec qualité, excellence, inclusion et équité. Pour cette rentrée, ce sont des milliers d'écoliers qui vont bénéficier de la générosité de la Fondation Children of Africa et entamer l'année scolaire avec plus d'assurance. Notons que 5 000 sur l'ensemble des kits scolaires offerts cette année sont destinés aux enfants de Toumoudi et environ. Outre ces kits scolaires d'un coût de 150 millions de nos francs, la Fondation Children of Africa, à travers sa présidente fondatrice, a fait don de vivres pour les cantines scolaires et de non-vivres, 700 tables-bancs et des milliers de kits pédagogiques, à la satisfaction des bénéficiaires. Yaou sous les eaux, les habitants du quartier Yaou, situé dans la ville de Bonois, vivent une situation difficile depuis bientôt 2 mois. Ils assistent impuissants à la montée du fleuve Komoé. Conséquence, leurs maisons sont inondées. Plusieurs ont dû abandonner leur habitation. Et ceux qui sont restés sur place n'ont plus accès à la terre ferme et cohabitent désormais avec des reptiles de toutes sortes. Le constat de Nadia Edja et de Joseph Zécré. Des maisons dans l'eau et abandonnées. C'est le triste décor dans lequel vivent désormais les populations de Yaou à Bonois. Voici maintenant 2 mois qu'elles font face à cette catastrophe naturelle. Le fleuve Komoé est juste là. Et ce fleuve que vous voyez là va jusqu'au Burkina. Donc ça descend, ça vient nous fatiguer comme ça. Vous voyez un quartier, tout un quartier. Tout le monde est parti. Tu es venu prendre maison, combien de trucs. Tout d'un coup, tu t'en vas. L'eau a avancé progressivement, puis a fini par prendre le contrôle des bâtisses pour finalement déloger les habitants. Alima Sissé est l'une des impactées. Il y a quelques semaines, cette maison de location était pour elle un lieu sûr. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Voici la maison. L'eau nous arrive jusqu'à la cheville. Voilà. Ça, c'est la terrasse qui est là, ça, c'est la cour.
Du coup, la maison est devenue inhabitable. On a été obligé de louer un studio pour l'instant pour que les enfants puissent aller à l'école. Si Halima Cissé s'est trouvé un endroit temporaire pour vivre, Yvonne Kofi, elle, est plus réticente à cette idée. Les déplacements entre sa maison et l'extérieur se font désormais en pirogue. Je suis quittée à la maison, je vais en ville pour faire mes courses. Comme la maison en route, on arrive à rentrer dans la maison. Sinon, toutes les maisons, les gens ont déménagé. Non, mais moi, c'est ici que j'ai construit ma maison. Donc, je ne peux pas déménager. Bon, Dieu a fait grâce, l'eau n'est pas rentrée dans le salon ni dans la chambre. Donc, nous sommes là. C'est dans la cour seulement. J'ai ma fille, même nous, on marche. Comme elle va à l'école à Abidjan, on se lève tôt, peut-être à 4 h du matin. Comme lui ne peut pas venir, nous, on marche dans l'eau. On sort de l'autre côté où il y avait le monsieur. Puis on va. Mais c'est le soir, il nous prend. Une situation inconfortable, certes, mais qui reste moins dangereuse que la présence des nouveaux voisins, les reptiles. Il y a des serpents. Mais même quand on a trouvé dans la niche même de nos voisins, c'est lui-même qui est parti tuer même. Bon, et puis avant-hier encore, il y avait eu un serpent. Même aujourd'hui, on a vu un petit reptile. En tout cas, chez nos voisines aussi, il avait vu comme le serpent dans son salon. Elle s'est descendue dans son salon. Comme Yvonne, quelques propriétaires préfèrent vivre dans cet inconfort plutôt que de subir le casse-tête d'un déménagement et ont tous recours au service de Fulgence, le piroguier. Allô? Oui, tante, je suis en route, je viens vers toi. Je suis venu chercher des gens, je les prends pour les envoyer chez eux à la maison. Maintenant, le soir, je travaille jusqu'à 6 h jusqu'à 22 h 30 comme ça. Maintenant, je m'en vais à la maison. Sans ça, ils ne peuvent pas bouger, c'est moi seul qui les prends. Face à cette désolation, le même veut une solution rapide. Nous lançons encore un appel aux autorités compétentes de vraiment se pencher vraiment à cette situation-là. Parce que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. À chaque fois, quand il y a l'inondation, les habitants sont obligés de déménager et revenir. Selon les témoignages des riverains, cette inondation est due à la crue du fleuve Comoé, dans lequel se déversent chaque année à la même période les eaux du Nord. Un phénomène naturel qui produit depuis 3 ans ce même désastre à cause de la fermeture de l'embouchure de Grand Bassam. Les candidats à l'immigration au Canada pourront avoir toutes les informations concernant les démarches à suivre, les erreurs à éviter. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier le Salon Afrique-Canada de l'immigration et de l'investissement. Ce salon vise à offrir un cadre de rencontre entre les candidats à l'immigration et les hommes d'affaires. Nikema Moussa, Eric Kimou. La première édition du Salon Afrique-Canada de l'immigration et de l'investissement a ouvert ses portes à Abidjan. Ce salon est une aubaine pour les candidats à l'immigration et les hommes d'affaires de mener des activités de réseautage et de rencontres B2B. Donnant le top départ, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, a salué cette initiative qui permet le raffermissement des liens économiques entre les deux pays. L'immigration peut être bénéfique à nos deux pays. On est capable de créer des situations gagnantes-gagnantes. Lorsqu'on passe par l'immigration légale, on est capable de créer des opportunités d'investissement, de partenariat entre nos compagnies ivoiriennes, canadiennes, de partage de compétences, de capacités et d'aller de l'avant ensemble. Ce salon a pour but de présenter aux candidats à l'immigration et aux hommes d'affaires les opportunités d'investissement entre l'Afrique et le Canada, a expliqué le président de l'association Aquaba Community. Ce salon, comme on le disait tantôt, il va se faire une fois par an et la Côte d'Ivoire a été choisie comme premier pays pour accueillir, selon évidemment son expérience, n'est-ce pas, son expertise, pour pouvoir donner un bon point d'élan et de démarrage pour la suite de tout ce qui va se faire entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le Canada. Nous avons réfléchi, nous avons pensé à créer une plateforme pour permettre véritablement à nos frères en amont d'avoir l'information qu'il faut avant de pouvoir migrer au Canada. Et une fois au Canada, mettre les structures essentielles à leur disposition afin d'une meilleure intégration pour eux. Nous avons 3 journées pleines, meublées de conférences à thème. Pour les participants, ce salon est une lucarne d'informations en vue d'améliorer leur dossier. C'est juste pour avoir plus d'informations. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Comment avoir le bon profil. Je suis venue aujourd'hui participer à ce salon dans l'optique de poursuivre mes études au Canada. Je pense que ce salon pourrait vraiment m'aider à avoir plus de renseignements par rapport aux études au Canada. Le Salon Afrique-Canada de l'immigration et de l'investissement, ouvert hier jeudi, referme ses portes le samedi avec des rencontres B2B.
Direction le Burkina Faso, des assises nationales pour désigner un président de transition ont eu lieu aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement désigné président de la transition. Il doit tenir ce rôle jusqu'à la tenue d'élections en juillet 2024. Mardoché Kwasi. Des assises nationales ont débuté vendredi au Burkina Faso pour nommer un président de transition, 2 semaines après un putsch, le 8e en 8 mois, qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a finalement été désigné à l'unanimité président de la transition avant le terme de la rencontre, prévue pour s'achever demain samedi. Avant cela, le capitaine Marcel Meda, l'un de ses proches qui a prononcé le discours d'ouverture des assises en l'absence du capitaine Traoré. Il a appelé les uns et les autres à taire leurs différences et à s'engager dans la construction d'une nation forte et résiliente. Le 30 septembre 2022, des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. Le chef de l'État voudrait que ce processus, qui sera entamé à la suite de ces assises, soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. Quelques 300 personnes représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes, victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015, prennent part à ces assises. Ils se sont dit être prêts à accompagner le capitaine Traoré et son équipe dans une transition qui mènera le Burkina Faso vers des nouvelles élections dans une vingtaine de mois. Nous attendons que le MPSR nous propose un président que nous allons acclamer, accompagner. L'essentiel, c'est que la haute hiérarchie de l'armée trouve un terrain d'entente et nous, en tant que politiques, nous ferons le reste du travail. Chez nous, c'est Ibrahim Traoré qui est notre président, puisqu'on l'a attendu depuis fort longtemps. Nous avons voulu un jeune qui sera à la tête de ce gouvernement, qui va réformer tout pour le mener à zéro, pour la stabilité de ce pays et la reconquête de notre territoire aussi et la souveraineté totale de la jeunesse africaine et précisément les Burkinabés. Quand on fait un coup d'État, on doit quand même avoir le courage de l'assumer. Ces individus pourront en tout cas s'affirmer. Vendredi matin, plusieurs centaines de personnes ont manifesté près du centre de conférence où se tiennent les assises en brandissant des portraits du capitaine Traoré, appelant à sa désignation en qualité de président de la transition. Selon le quotidien gouvernemental Sidoaya, un sondage réalisé par Rapidon, un institut local, indique que 53% des Burkinabés voudraient voir le capitaine Traoré diriger le pays. Fin de cette édition, NCI 360 sera l'affaire d'Ali Diarra-Souba ce dimanche à 20h05. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le lundi à 20h15 dans Focus Faits divers. Je vous raconterai le calvaire d'une dizaine de fillettes violées pendant 5 ans par un enseignant pervers. Tout de suite sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la grande finale de On rit pas un peu. Restez avec nous pour voter pour vos candidats. Très bonne suite de programme, prenez soin de vous et à bientôt.